Bonjour et bienvenue dans Cœur de Business 42. Vous pourrez retrouver cette interview en version intégrale sur toutes vos plateformes. Pour une expérience optimale, nous vous conseillons de régler la vitesse de lecture à 1,25 ou 1,5. Bonne écoute. Bienvenue dans le premier épisode hors cadre du podcast Cœur de Business 42. Les épisodes hors cadre sont des interviews en tête-à-tête avec des personnalités fortes qui font la fierté de notre département. Sport, éducation, droit, loisirs et j'en passe. Un vrai moment d'intimité pour découvrir leur parcours extraordinaire. À l'approche de l'emblématique Saint-Élion, course nocturne très particulière entre Saint-Étienne et Lyon, j'ai l'honneur aujourd'hui et le grand plaisir d'accueillir une des figures les plus emblématiques du trail français, Monsieur Philippe Propage. Bienvenue dans Cœur de Business 42, le seul podcast du 42 pour celles et ceux qui rêvent d'un nouveau modèle au cœur du business. Je suis Julien Russier, coach pro pour les pros, et je vous propose de découvrir l'actualité, l'histoire et surtout la vision du futur de notre monde du travail à travers le regard et l'expérience de mes invités. Entrons maintenant dans l'intimité des aventuriers et aventurières de l'entrepreneuriat du 42. Philippe, bonjour. Bonjour. Vous êtes surnommé dans le milieu du trail Papa Trail par vos athlètes. Vous avez été plusieurs années entraîneur de l'équipe de France de trail et vous êtes actuel coach du team Evadict Women. Entraîneur à la collection de médailles impressionnantes, vous aviez sorti en 2019 un ouvrage sur votre vie au sein de l'équipe de France intitulé « 10 ans d'équipe de France de trail et ses témoignages ». Vous récidivez aujourd'hui avec votre nouvel ouvrage, la méthode Propage. Pouvez-vous nous en donner les origines ? Tout simplement, j'ai été contacté par un éditeur pour faire un ouvrage. Alors, justement, le premier livre, je l'avais fait absolument seul, avec quelques amis, et ça m'avait demandé un travail vraiment très, très prenant. Donc, à plusieurs reprises, j'ai refusé. Et puis finalement, lui, il tenait beaucoup, donc il m'a trouvé une solution intermédiaire. C'est en fait, j'ai été interviewé par un journaliste. D'accord. Et donc, on va dire, il est resté à la maison pendant 3 jours. Et pendant 3 jours, il a pu écrire ce livre. J'essaye d'expliquer un petit peu ma façon d'entraîner, de coacher les athlètes, parce que effectivement, ce nom de Papa Phil, j'ai plein de surnoms comme ça. Effectivement, démontre que j'ai peut-être une approche un petit peu différente. Je me définis d'ailleurs souvent comme un coach et non pas comme un entraîneur. Alors, parce que souvent, les gens font le parallèle. On est entraîneur, on est coach. Et je le dis dans le livre, l'entraîneur, il essaye de faire progresser l'athlète. Et le coach, il essaye de faire s'épanouir l'athlète. Lorsqu'un athlète vient vers moi et lorsqu'il veut que je l'entraîne, je ne commence pas à lui demander ses performances sportives. Je lui demande qu'est-ce qu'il est dans la vie. Est-ce que c'est un père de famille ou une mère de famille? Est-ce que c'est quelqu'un qui est célibataire? Et puis son travail, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? C'est assez particulier chez vous, c'est assez remarquable d'ailleurs. C'est le fait d'entraîner des athlètes de haut niveau, des athlètes de haut niveau et de très très haut niveau, des athlètes internationaux et aussi des débutants dans la course à pied. Non seulement je le fais, mais en plus j'y tiens. Ouais. Parce que justement, les débutants, comme on dit, alors même si c'est ce mot, je l'aime pas trop, hein, parce que parfois j'ai des débutants qui ont 50 ans, mais voilà, ils m'apportent quelque chose. Et quelque part aussi, me font retomber un petit peu de mon nuage. Et parfois, ça me permet de me déconnecter un petit peu du haut niveau, de sortir de cette bulle et de revenir à la réalité. Voilà, il faut pas se déconnecter de la base. Alors, on le dit souvent aussi pour les hommes politiques, pour plein de gens. Parce que sinon, à un moment donné, on croit que tout le monde est derrière nous et quand on se retourne, il n'y a personne. Donc, il faut faire très attention. Et justement, le fait d'avoir d'entraîner des coureurs lambda, on va dire, hein, et même si c'est pas péjoratif, ça me permet de rester vraiment au cœur du peloton. D'accord. Vous avez bien parlé de sport passion ? Le sport passion, oui. Forcément, le sport, de toute façon, l'élément, le moteur de la performance et de la progression, c'est forcément l'envie, le plaisir et la passion. Du coup, dans votre livre, La méthode Propage, c'est des programmes d'entraînement, c'est une réflexion sur ce que c'est l'entraînement selon vous ? Alors, il y a une première partie, une qui me présente, et puis deuxièmement qui explique un petit peu ce que je viens d'expliquer, ma vision de voir l'entraînement. Ensuite, il y a une partie effectivement plan d'entraînement, plus traditionnelle. Et enfin, une partie, j'écris dans un magazine depuis 7-8 ans maintenant, et chaque mois, il y a les lecteurs qui posent des questions.
Et je crois qu'il y en avait autour de 1000 au total sur tous les magazines. Et donc, on a choisi une cinquantaine qui sont la plus représentative de questions que les gens posent en fait par rapport à l'entraînement. Et on a mis ces 50 questions aussi à la fin du livre. Je pense qu'avec ces questions, on répond justement à pas mal d'interrogations de coureurs. Et moi, ce livre, surtout, j'ai voulu utiliser un vocabulaire très simple, très simpliste. Moi, ce que je veux, c'est absolument pour 95% du peloton puisse le comprendre. J'ai volontairement utilisé des mots peut-être même trop simplistes. Certains me le reprocheront, mais c'est vraiment une démarche que j'assume, qui est volontaire, pour que tout le monde puisse comprendre. Et mon expérience que j'ai aujourd'hui, je l'ai tirée du terrain et pas dans le laboratoire. On va revenir sur votre parcours. Philippe Propage, vous êtes né le 18 juin 1959 à Saint-Étienne. Vous avez grandi du coup dans la région stéphanoise et vous étiez passionné de football, il me semble. Bah oui, comme tout bon Stéphanois qui se respecte, j'ai une obligation. L'accent et la passion du football. Alors j'avoue l'avoir un petit peu moins aujourd'hui parce que ça me correspond plus, moins, on va dire. Du coup, votre parcours, donc jeune, vous avez grandi en région stéphanoise. Vous avez passé un bac pro ? Oui. Dans quel domaine ? Alors j'étais dans la fonderie. D'accord. Alors voilà, c'était à cette époque-là, il y avait encore des fonderies. Oui. Et puis rapidement, j'ai passé des concours et je suis rentré dans une mairie. Et puis à l'intérieur de cette mairie, j'ai progressé, j'ai passé des concours qui m'ont permis d'accéder à des postes supérieurs. J'ai d'abord été directeur de service technique et puis ensuite j'ai terminé ma carrière très proche d'ici, au lycée d'Andrézieux. Du coup, en préparant l'émission, je vous demandais vos dates marquantes et vous nous avez donné 2 dates, 1981 et 1983. J'aurais pu dire 79 aussi, puisque c'est là que je me suis marié. Mais disons 81 et 83, c'est la date de naissance de mes enfants. 81 mon fils, 83 ma fille. Donc voilà, je pense que pour un père de famille, c'est quand même des éléments très très importants. Et puis en plus mes 2 enfants m'ont donné 4 beaux petits enfants, dont une qui vient de naître il y a 3 semaines. D'accord. Félicitations. Merci. Voilà. Après il y a d'autres dates, mais voilà, celles-ci vraiment sont vraiment essentielles. Durant vos études et le début de votre parcours professionnel que vous nous avez expliqué à l'instant, quelle place avait le sport à ce moment-là ? Le sport, c'était plus, au début, on va dire, c'était plus un dérivatif, plus une passion, et puis une façon de maintenir sa condition physique. Il faut être honnête. Et au moins, dans la course à pied, on peut pas se cacher derrière qui que ce soit. Si on fait 2e d'une course, on est moins bon que le premier, mais on est meilleur que le 3e. Et voilà, et ça veut pas dire que le dimanche suivant, ça va être pareil. Mais voilà, on peut pas se cacher, on a été bon ou pas bon. Voilà, et puis voilà, c'est ce côté-là, vraiment le sport pur. Qui m'a intéressé. C'est pour ça que je suis parti sur la course à pied. Aussi parce que c'est un sport très simple. Il suffit d'avoir un short, une paire de baskets. On peut y aller à n'importe quelle heure du jour, de la nuit. Mais aussi, ça permet aussi de bien vider la tête des problèmes qu'on a eu peut-être auparavant. Et quand on arrive le soir, on est beaucoup plus relâché et détendu. Vous avez quel âge quand vous découvrez la course à pied ? J'avais autour d'une trentaine d'années. J'avais fait du sport, j'avais joué au football. Après, j'ai arrêté parce que voilà, mes obligations familiales font que je fais construire, je participe beaucoup aux travaux. Voilà, donc je me suis un peu éloigné du football. Et lorsqu'il a fallu reprendre, je me suis aperçu en passant devant la glace que je m'étais un petit peu arrondi. Et ma femme pratiquait le footing. Donc, je suis allé avec elle au début. J'ai beaucoup souffert. Et puis, rapidement, j'ai voulu essayer de comprendre comment ça marche à l'intérieur, comment on fait pour progresser. Puis voilà. Dans quel club vous êtes rentré ? Alors, je suis au FAC Andrézieux. Ok. Et du coup, votre histoire d'entraîneur, elle commence comment alors ? Alors, mon histoire d'entraîneur, elle commence par hasard. Je suis une première formation... Et je croise lors de cette formation un homme qui était le directeur technique national
Et puis, lorsque, je sais pas, il se trouve une pure coïncidence, c'est lui qui m'interroge sur la partie orale. Et puis, rapidement, il a plus vu chez moi la passion que la compétence, peut-être. Et rapidement, il m'a fait la proposition d'intégrer son groupe de travail. Et donc, j'ai suivi cette filière et je l'ai accompagné pendant 7 ou 8 ans sur toutes les formations qu'on met en place. Et puis là, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à la tête de l'équipe de France, quoi. Ce qui fait basculer ma vie, moi je viens sur le trail, je viens de la route en fait, j'ai fait du marathon, etc. Et puis j'ai vite atteint ma limite. Et donc va naître le trail. Donc je pars sur cette discipline. À quelle période vous... J'ai commencé à faire mes premiers trails, c'était l'autre siècle aussi, pareil. Hein. Ouais. C'était dans les années 98 à peu près. C'est vraiment la naissance du trail. Il y a des grosses courses type les Templiers, pour ceux qui connaissent, oui. Où j'étais au départ. Et au départ, on était 300 au départ, quoi. Il faut savoir qu'il y a une vingtaine d'années, c'était un sport tout à fait intime. Complètement, oui. Et donc, l'équipe de France, au niveau de la fédération, ils s'aperçoivent que l'équipe de France va naître parce qu'il va y avoir des championnats du monde qui arrivent. Ça sera en 2009 qu'ils vont arriver. Et là, en 2007, on me fait la proposition de me préparer à encadrer cette équipe. Donc, effectivement, je suis à la fois fier et très content qu'on me fasse cette proposition. Donc, vous encadrez la première équipe de France de trail? Oui, depuis le début. Okay. Depuis le début, effectivement. J'ai fait de 2009, la naissance de l'équipe, jusqu'à 2021. Où effectivement, là aussi, j'ai beaucoup vu évoluer les choses. 2009, c'est moi et le médecin qui faisons le repas. Ouais. Et les athlètes nettoient les chambres, on est dans un dortoir. Aujourd'hui, on est dans des hôtels. Les athlètes d'aujourd'hui n'accepteraient pas de faire ce qu'on a fait, quoi. Bien sûr. Mais après, c'est l'évolution normale. Ouais, complètement. Ceux qui sont aujourd'hui avaient 10 ans à cette époque-là et n'ont pas connu ces années-là, mais c'était vraiment le système, on se débrouillait, quoi. Voilà. Finalement, on arrivait, bon an, mal an, à faire quelque chose une belle cohésion d'équipe et puis les résultats sont arrivés rapidement. 37 médailles. 37 médailles. 37 médailles, dont 19 d'or. Pour donner un exemple, avec l'équipe de France féminine, on a été tout le temps champion du monde par équipe, sauf une année où on a été vraiment mauvais, on était deuxième. Et du coup, donc 12 ans d'entraîneur de l'équipe de France de trail. Comment se passe après la transition sur votre poste actuel au sein de Evadict? J'avais décidé, moi, à l'origine, de m'arrêter en 2024. Alors, pourquoi 2024? Parce que j'avais quand même un petit espoir, ayant les Jeux Olympiques en France, qu'on serait, alors non pas un sport olympique, malheureusement, c'est pas d'actualité, mais au moins un sport de démonstration. Oui. Parce que ça avait été proposé. Bon, ça n'a pas été retenu. Donc voilà, je m'étais fixé la date de 2024 et j'aurais aimé partir sur un gros coup et être présent aux Jeux. Et puis voilà, ces problèmes de santé ont fait qu'en 2022, au 1er janvier 2022, j'ai décidé d'arrêter parce que je ne veux plus aller au fin fond du monde, comme j'ai été par exemple au fin fond de l'Argentine, en Patagonie, 30 heures d'avion. Je veux dire, voilà, j'ai eu un problème cardiaque, donc il vaut mieux éviter de faire des gros déplacements. Et puis les gens d'Evadict, donc de Decathlon, je les connaissais parce que j'avais été partenaire avec eux de 2013 à 2018 déjà, donc je les connaissais très bien. Et lorsqu'ils sont venus me voir, au début je leur ai dit non, parce que j'étais encore avec cette équipe de France et ce n'était pas possible. Et ensuite, finalement, de cette difficulté, on en a fait une opportunité. Et j'ai pu basculer, sachant que dans cette équipe-là, il y a quand même 5 filles que je connaissais très bien, parce qu'une, je les entraînais déjà, à titre personnel, et 2, elles étaient déjà en équipe de France. Donc voilà, la transition s'est faite assez facilement, on va dire. Vos valeurs fondamentales, vous me marquez, c'est très intéressant, le travail, le bon sens, l'empathie et le partage. Donc pourquoi le travail? Pourquoi le bon sens? Parce qu'on n'obtient pas de résultats sans travail. Ouais. Il faut que... Alors aujourd'hui, presque le travail n'est pas dénigré, mais presque. Et moi, ça me gêne. Parce que c'est la valeur fondamentale de notre société déjà. Oui. Voilà. Parce que qu'on soit dans le sport, qu'on soit dans la vie professionnelle, on n'obtient rien sans travail. Alors parfois, on a le sentiment que on n'est pas récompensé. Mais sur une carrière, si on regarde bien, celui qui travaille, il a toujours des opportunités. Bon, alors je veux ni faire de politique, mais je vois beaucoup de gens qui sont plutôt dans la plainte.
Et bon, voilà, il faut peut-être aussi, à un moment donné, pas toujours attendre tout des autres. Et puis, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société, dès que ça va pas, on demande une aide, une subvention, voilà, mais voilà, à un moment donné, il faut, pour avoir une subvention, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait mis de l'argent dans la caisse, et ça, c'est que par le travail. Et dans le sport, voilà, vous faites du vélo, vous faites de la natation, vous faites de la course à pied. Si vous entraînez pas et si vous faites trop d'écart dans la vie de tous les jours, vous le payez cash le dimanche, quoi. Hein, c'est clair. Voilà, le travail pour moi c'est une notion essentielle. Et j'aurais bien aimé que vous abordiez aussi la notion de bon sens. Qu'est-ce que vous entendez par bon sens et comment ça se vit Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis pas trop dans le monde scientifique. Aujourd'hui, ma compétence, je l'ai établie par rapport à mes 35 ans que je passe sur les stades, sur les routes, sur les chemins, et par rapport à mes rencontres et mes discussions avec des athlètes, avec d'autres entraîneurs, et la notion de bon sens, mais pas que dans le sport. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, on l'a oublié. Je pense que aujourd'hui, on est dans un monde où dès qu'on sait pas, on va, et j'en fais partie, hein. On va sur son ordinateur, on va chercher des réponses. Des réponses, en fait, il y en a, il y a autant de réponses qu'on veut. Donc voilà, il faut essayer de réfléchir un petit peu. J'entraîne parfois des gens qui ont des très grosses situations professionnelles. Ouais. Je parle. Ils me posent parfois des questions. Je suis surpris de la question qu'ils posent par rapport à l'emploi qu'ils ont à l'intérieur de leur société. C'est pas, je veux dire, voilà, je comprends pas qu'ils me posent cette question, quoi. Et là, je me dis, ces gens-là, ils ont énormément de compétences dans leur travail, énormément de diplômes, mais s'ils avaient eu un peu plus de bon sens, la question ne me l'aurait pas posée, la réponse, ils l'avaient, en fait. Les managers, les dirigeants, voilà, ils sont confrontés exactement à ce genre de relations, de volonté de... Bien sûr, mais moi j'étais aussi manager, j'encadrais 45 personnes dans mon travail, quoi. Et il y a énormément de similitudes entre entraîner des athlètes et puis entraîner une équipe de salariés. Voilà, mon idée, c'est de faire une équipe, alors qu'on est dans un sport individuel. Ouais. Donc c'est assez compliqué, d'autant plus que nos athlètes, ils sont quand même... adversaires les uns des autres, hein, mais on essaye de fédérer une équipe, et c'est ce qu'on a réussi à faire avec les équipes de France. Et souvent, j'ai vu sur des compétitions des athlètes qui étaient, s'ils avaient été dans une compétition entre guillemets normale, ils auraient arrêté parce que c'était trop dur. Mais là, le fait qu'il y ait à la fois le maillot de l'équipe et à la fois de se battre pour l'ensemble des autres participants, des autres collègues de l'équipe, aller au-delà. Parfois même au-delà du raisonnable. Alors sans aller jusque-là, mais c'est vrai qu'on peut voir l'analogie ici avec le monde de l'entreprise, où des fois on va pousser nos collaborateurs, pousser pour obtenir le résultat, même si tout le monde est pour, il y en a qui vont aller s'épuiser au travail, et c'est passionnant C'est un risque, et je l'ai eu avec le sport, où à un moment donné, j'étais à fond dans mon truc, mais à un moment donné, j'ai percuté, j'ai dit attends, là maintenant, il faut que tu prennes du recul, parce que toi, tu es dans le résultat, parce que quelque part aussi, moi, j'étais maintenu dans ma poste en fonction des résultats qu'on obtient quand même, hein, il faut être honnête. Et à un moment donné, j'ai dit non, stop, il faut que j'arrête là, parce que là, on mettait les personnes en danger, et il faut savoir s'arrêter, quoi. Ouais. On va passer un petit moment qui est du pur plaisir pour moi. C'est juste vraiment pour parler d'une épreuve qui est la Saint-Élion, qui a lieu dans quelques jours. J'ai eu la chance d'en faire plusieurs formats, et voilà, j'apprécie vraiment cette course. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier? Parce qu'il y a d'autres trails qui existent, en nocturne, toutes les distances existent aussi par ailleurs. C'est quoi qui fait ce charme, cette particularité? Son antériorité. C'est la première. La doyenne. La doyenne. Ouais, oui, moi j'ai couru cette course à l'époque, on courait, on faisait une année Saint-Étienne-Lyon, l'année d'après on faisait Lyon-Saint-Étienne. Voilà. Lyon, Saint-Étienne, c'est quand même, c'est pas n'importe quelle ville aussi. C'est quand même même s'il y a des courses de nuit, je veux dire, c'est pas aussi mythique que Lyon-Saint-Étienne. Il y a le fait que ça soit en décembre. Donc, il y a à la fois la distance à affronter, mais parfois les conditions climatiques. Ouais. C'est une course qui a du prestige. C'est pas une course comme les autres. Les coureurs aiment l'accrocher à leur palmarès. Et puis c'est souvent une course qui vient clôturer l'année, en fait. Moi, j'ai 2 athlètes qui vont courir là.
Thomas Cardin qui l'a remporté l'année dernière chez les garçons, qui va recourir, et une fille, Sarah Vieuil, qui est une Vosgienne, qui sera à minimum sur le podium, qui va courir. Et en fait, on va clôturer la saison derrière. D'accord. C'est-à-dire qu'on va faire ce qu'on appelle chez nous une coupure pendant 2 semaines, 3 semaines, on va cesser le sport pour se régénérer et pour repartir sur la saison prochaine. Donc souvent, c'est la clôture de la saison. C'est ça. En fait. Donc, je pense que son positionnement aussi en a fait un intérêt. C'est le bal de fin d'année c'est la fête. C'est le feu d'artifice, mais c'est pas le 14 juillet. Donc c'est une course qui est difficile à gérer. Il faut être très en forme pour performer. Et du coup, je trouve que la Saint-Élion, c'est aussi un bon exemple pour voir l'engouement un peu du trail. On voit maintenant sur les lignes de départ, quelle que soit la ville de départ, suivant les formats, ce que vous expliquez tout à l'heure, il y a quand même beaucoup de monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, c'est un bon développement, tout ce sport business? Est-ce que c'est bien pour la pratique, pour démocratiser, pour agrandir la base, comme vous disiez tout à l'heure, pour avoir une élite plus performante? Bien sûr. Mais là, il commence à se poser des questions aussi par rapport à l'impact environnemental des courses aussi. On voit des athlètes qui maintenant veulent plus se déplacer à l'international. C'est quoi votre position là-dessus? Je sais que l'environnement, c'est quelque chose qui vous touche particulièrement. Forcément. Effectivement, ça a un impact environnemental. Alors, peut-être moins sur ces formats de ville à ville, là. Mais c'est vrai que ça pose problème sur des courses comme l'Ultra Trail du Mont Blanc, où effectivement, ça a un impact, il faut être honnête, sur la nature. Après, alors effectivement, aujourd'hui, on a quelques coureurs qui commencent à remettre en question le fait de se déplacer, de faire de longues distances, notamment de prendre les avions pour aller sur des courses à l'étranger. Bon, déjà, je dis c'est une bonne chose parce qu'en France, on a suffisamment de belles courses sans aller à l'étranger. Je parle pour les organisateurs français. Mais c'est vrai que c'est un problème. Alors effectivement, mais est-ce que c'est réellement les coureurs de trail ou les VTTistes ou tous les gens les marcheurs qui pratiquent la montagne, est-ce que c'est vraiment eux qui ont un impact négatif sur la nature? Ils en ont un, forcément. Mais grâce à ça aussi, ils ont pris conscience qu'il fallait la protéger, cette nature. Aujourd'hui, sur toutes les courses, on essaye de réduire l'impact, notamment des déchets. Oui. Votre point de vue, c'est qu'il faut prendre la balance générale. Voilà. Pas s'arrêter sur un focus, mais c'est ça notre problématique. Le bon sens, c'est là qu'on l'a pas. C'est qu'on va prendre quelque chose de particulier et on va en tirer des enseignements. Il faut prendre les choses dans leur globalité. Alors qu'aujourd'hui, quand même, la majorité des les coureurs trailers sont des protecteurs de la nature. Ouais. Même si, à un moment donné, lorsqu'ils pratiquent, on peut dire qu'ils vont un petit peu l'abîmer. Après, marcher sur un chemin qui est déjà un chemin de grande randonnée, qui est très large, je veux dire, il n'y a pas non plus un impact terrible. Le développement du sport, oui. Le développement de la pratique, oui. Mais pas à n'importe quel prix. Exactement. Okay. Le bon sens. Oui, tout à l'heure, en préparant l'émission, vous m'aviez indiqué sur l'analyse de votre parcours, vous marquez « J'ai toujours un brin de chance dans tout ce que je fais, mais peut-être que la chance, ça se provoque. » C'est comme le travail, ça. Ouais. C'est la même chose. C'est ce que je disais tout à l'heure avec le travail. Celui qui, à un moment donné, dans son entreprise, mais dans le sport, travaille bien, à un moment donné, peut-être pas parfois à l'instant qu'on le souhaiterait, mais au final, il y a toujours un retour. Et là, c'est pas un retour de bâton, là, c'est au contraire, c'est un retour positif des choses. Donc, je me dis, effectivement, j'ai de la chance, mais mon bon sens aussi me fait dire peut-être que cette chance-là, je l'ai provoquée. En m'investissant beaucoup à des moments. Alors, s'investir beaucoup dans quelque chose, c'est positif, mais il y a un impact aussi négatif. C'est par rapport à ce qu'on parlait tout à l'heure de mes enfants ou de mon épouse. Quand je suis à fond dans quelque chose, je suis moins avec eux. Et aujourd'hui, ce que j'ai pu vivre, c'est aussi grâce à eux. Et puis j'espère que cet investissement personnel aura pu autant inspirer vos proches que j'espère les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui et qui pourront voir toutes les valeurs que vous véhiculez. Philippe Propage, merci d'avoir été présent à l'émission. C'est moi qui vous remercie. Comme à chaque épisode, je demande à mes invités de me faire un petit porte-clés. Est-ce que vous pouvez nous décrire le porte-clés, s'il vous plaît? Alors, c'est un porte-clés qui vient de la station de ski du Lioran, dans le Cantal, parce que j'ai beaucoup de liens avec ce département. Je suis l'ambassadeur du département pour le trail. Je suis aussi le parrain de leur station trail. D'accord. Voilà. J'ai noué des liens très très forts. Le lien affectif. Ce lien affectif et aujourd'hui, je le transmets. Voilà.
Eh ben, merci beaucoup pour le cadeau et merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir. C'était Julien Russier dans Cœur de Business 42. Si vous avez apprécié le podcast, diffusez un maximum autour de vous. Et surtout, merci de laisser vos avis et de mettre la note de 5 étoiles à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bientôt pour le prochain épisode de Cœur de Business 42. Le seul podcast du 42 pour celles et ceux qui rêvent d'un nouveau modèle au cœur du business.